Ok, ok. Donc voilà pour Tatum et Ben Simmons. Tiens, où est-ce qu'on va aller maintenant? Tiens, faisons un peu des pivots. Des pivots, j'ai 3 Allez. pivots à te proposer. J'ai un trio Marcin Gortat, Hassan Whiteside et Robin Lopez. Lequel Trio qui m'a pas inspiré follement, je t'avoue. Mais euh, Pas des candidatures de fou. si j'en sauvais un, ça serait Gortat, je pense. Ouais. Alors, Gortat, je peux te faire le topo vite fait. 9 saisons. Clairement, celui qui a la plus longue longévité des trois, hein. Ouais. Clairement. Plus de 18 000 minutes. C'est le 43e total de la décennie au niveau de Bradley Beal. Donc en 2011, ça commence. Au début, il est backup de Dwight Howard, mais il est échangé très vite à Phoenix. Et du coup, il fait une grosse partie de la saison à Phoenix avec Steve Nash. 2012 également, il joue avec titulaire avec Steve Nash à Phoenix. Ils sont top 10 attaque d'ailleurs, avec les deux, notamment. 2013 encore à Phoenix, mais Nash est parti, c'est un peu plus mauvais. Et puis ensuite, 2014 jusqu'en 2018, c'est le passage à Washington, où ils sont, à part 2016, je crois, à part une année, ils sont tout le temps en playoff et tout le temps en plus en faisant de bonnes perfs en playoff, hein. 2014, ils passent un tour, 2015 aussi, ils passent un tour. 17 aussi, même ils auraient peut-être dû aller en finale de conférence, malheureusement. Et 18, ils font premier tour, mais bref. Et puis ensuite, une dernière année aux Clippers, beaucoup plus anecdotique, mais tu vois, entre 2011 et 2017, il est toujours à 30 minutes de jeu par match. 2018, il est encore à 25 minutes de jeu par match à Washington. Et puis après, on s'en fout, les Clippers, c'est vraiment anecdotique, encore une fois. En termes d'importance, on est en termes entre 17 et 20% d'usage. Voilà, donc pas non plus énorme. Avec des très très bonnes efficacités pour le coup, à part une fois ou deux, mais on est toujours sur du plus 10%, plus 10%, plus 5, plus 10, plus 9, plus 7%. Il y a une fois ou deux, effectivement, où c'est un peu moins impressionnant, mais avec le déclin physique à la fin, notamment. Mais c'était quelqu'un qui pouvait un peu tout faire, j'ai l'impression, à la fois en attaque et en défense, quoi. Oui, c'est ça qui m'a le plus surpris et qui fait que j'aurais peut-être retenu sa candidature, c'est de voir à quel point les chiffres d'impact défensif étaient très bons. Et tu vois, je l'aurais pas mesuré comme ça, mais il y a 2 saisons, donc 2013, 2014, 2014, 2015, où c'est un impact qui est digne des meilleurs pivots défenseurs de la ligue. Donc j'avoue que je m'y serais pas attendu, je m'en souvenais pas. Bon, donc quand même toutes les années à Washington sont statistiquement très bonnes. Voilà, alors c'était pas effectivement, ce qui est peut-être ce qui fait qu'on peut pas le monter très haut, c'est que il a pas un rôle offensif énorme, mais Mais il peut tout faire, quoi. ouais, il peut tout faire. Il a fait ça pendant quand même pas mal de saisons. Tu vois, ça me semble presque un peu au-dessus en termes d'impact que Tadeusz Young, pour le coup. On en a parlé tout à l'heure. Oui, oui, assez clairement, je pense, pour moi. Non, mais c'est en plus, en attaque, c'était pas la folie, mais encore une fois, il pouvait un peu tout faire, un peu de post-up de création quand il fallait. Et en même temps, donc il y avait cette création, il y avait un peu un pick and pop qui était assez sympathique sur pick and roll. Et en plus, assez agile et en plus assez grand et assez mobile pour faire du catch and finish et pour être un partenaire du pick and roll de John Wall, notamment. Oui, et puis d'autant qu'un profil comme ça, qui peut être pas mal axé jeu au poste, souvent les chiffres pardon, d'efficacité sont pas très bons. C'est ça, Parce que ouais. le jeu au poste n'est pas rentable. Et lui, comme il faisait un peu plus, ouais, c'est vrai que quand même, t'as dit les chiffres, c'est de la bonne efficacité. Donc, ouais, c'est un cas qui se défend quand même, je trouve. Bah, surtout quand on rajoute, comme tu disais, le côté défense, qui est peut-être un peu sous-estimé. Mm, mm. La raquette Néné Gortat, c'est peut-être secrètement la meilleure défense, enfin, la plus sous-estimée en tout cas, secrètement une bonne défense, on va dire, pardon. Ouais. Mais ouais, il y a ce côté protection du panier, pas flashy, tout ça, mais on voit qu'il y a un bon impact d'efficacité, de faire tomber l'efficacité adverse, pardon, au panier, qui était bien. Le côté rebond aussi avec Néné, évidemment. Néné qui est un artiste du rebond et du box-out. Donc, tu vois, quand on pondère aussi à quel point est-ce que la défense intérieure est importante, et de l'autre côté son efficacité, il y a de quoi faire, hein. Franchement, il y a de Ouais, quoi ouais. faire. Il y a une très belle longévité en plus. Je me demande s'il pourrait pas les titiller Al Jefferson, Roy Hibbert, ou est-ce que c'est trop? Ah oui, carrément. Je sais pas, je dis ça comme ça parce que c'est des pivots qui sont dans la liste là, mais là ils sont effectivement ils sont 60, autour de la 70e place, ça fait peut-être un peu haut, je ne sais pas. Ouais, c'est peut-être un chouïa haut, mais remarque. Ouais.
Quoique, après il y a quand même 2-3 saisons au début à Phoenix, c'est sympa, mais c'est pas un bon contexte. Ouais, je le mettrais peut-être un peu plus bas, mais On va dire, si on prend Washington, grosso modo, on a 5 bonnes saisons, quoi, en gros. ouais, c'est ça. Donc 5 bonnes saisons qui ne sont pas du niveau de Al Jefferson, qui était un go-to guy, ou pas du niveau de Hibbert, qui était un mur défensif de très très haut niveau. Après, tu vois, on a des Rudy Gay ou des PJ Tucker. Franchement, ça pourrait mal être de le mettre là. Ça fait un peu haut, non? Je sais pas. Ouais, ça fait peut-être un tout petit peu haut, mais c'est peut-être parce que Rudiger est un peu haut aussi. Enfin, sans vouloir relancer un débat. Peut-être. On va continuer à descendre Rudy Gay. Est-ce qu'on Non, mettrait mais pas peut-être. Rudy Gay à côté de Marcin Gortat et les deux Oui, en dessous du groupe Tatum, Ben Simmons, d'accord. Siakam? Ouais. Ok, très bien. Donc devant Tony Allen et Allen. Ouais. Alors Tony Allen, on l'avait descendu. Hein. On l'avait descendu. Ah oui. Tout à l'heure, on l'a descendu à côté de Patrick Beverley et Jay Ah Crowder. oui. On a Mais fait ça un y est, je truc commence de. à être perdu sur le classement Non, mais c'est de la normal, c'est fin, normal. là. Ouais. Donc, oui, c'est vrai qu'en plus, Rudiger, à la base, on l'avait mis proche de Monta Ellis. Il y a 2 épisodes, on a descendu Monta Ellis. Et donc, maintenant, descendons Rudiger. Mais non, mais franchement, Marcin Gortat, assez bonne candidature, quoi, mine de rien. 5 saisons qui comptent, on va dire. Et si on rajoute celles dans des mauvaises équipes, ouais, ça me va. Ok, faisons comme ça. Et donc, lequel t'attire le moins parmi les candidatures de Whiteside et Lopez? Qui m'attire le moins, je sais pas. Whiteside, peut-être? Ouais, Whiteside, parce qu'en fait, voilà, on parlait d'impact défensif pour Gortat. Whiteside, il y a l'affichage, les contres et tout ça, mais ses équipes sont pas meilleures avec lui, et parfois même pires défensivement. Donc pour moi, si Drummond, par exemple, n'est pas dans le top 100, Whiteside, il y est encore moins. On retombe un peu presque dans la conversation qu'on a eue tout à l'heure avec Josh Smith, où Ouais. on peut pas s'empêcher de dire il y a tellement de saisons négatives que est-ce que ça vient pas altérer le tout, quoi, finalement? Ouais, c'est ça. Et puis, il y en a pas 10 au Ah total. non, il n'y en a pas 10, non. Donc, ouais. Pour te dire, 6 saisons sur la décennie, 11 000 minutes, donc dans le top 200, à peine dans le top 200. Mais en même temps, surtout ce minutage, il fait 4 années et demie à Miami, et ensuite une à Portland à la fin. Moi, j'ai pas très bon souvenir de Portland, c'était pas très bon. Enfin, voilà, c'était pas bon. Et même en fait, à Miami, j'ai envie de sauver 2 saisons, grosso modo. Il revient. Alors, au début, il fait Sacramento au tout début de la décennie. Hein. Il est de la draft 2010, comme Cousins, c'est tout ça. Mais il part à l'étranger, il revient. Et en gros, il revient à mi-saison 2015 à Miami. Il fait quelques trucs, c'est intéressant. Et donc, il s'impose. Et en gros, on a 2016-2017 où il est titulaire de bon niveau, avec un vrai impact. Mais, protection du panier d'élite. Mais est-ce que ça fait un bon défenseur? Pas un défenseur complet, mais quand même, je trouve un bon défenseur. Mais après, c'est vrai que très rapidement, on a vu que l'attaque était assez pénalisante finalement, parce que pas de passing et parce que scoring pas efficace. Pas de passing, c'était un trou noir. C'est Oui. sans doute en termes d'usage, si on compare avec des pivots avec un usage équivalent, c'est sans doute le pire de la décennie de ce point de vue-là. Il était pas foutu de faire une passe, quoi. Oui, catégorie Shabazz Mohamed, clairement. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Mais clairement, c'est peut-être les 2 pires de la décennie en termes je pense, de trou noir. Ouais. Et puis pas de spacing, et puis pas non plus, tu vois, on parlait de Marcin Gortat qui faisait du catch and finish et du jeu sans ballon avec John Wall sur pick and roll. C'était pas tant que ça le cas pour Whiteside. Hein. Il aimait bien avoir ses petits post-up et tout ça. Voilà, donc il y a ce côté tellement pénalisant, pénalisant en attaque, même sur les bonnes années défensives. Et en plus, il n'y a pas beaucoup d'années défensives. Bon, au final, on peut peut-être le passer, quoi, non? Oui, moi je le passerai. Est-ce qu'on le met devant Alfaro Camino ou pas? Non, même pas, tu vois. Même pas? Non. Parce qu'en fait, je sais pas, peut-être. Mais... Le truc, c'est que je me dis, bon, ça fait quand même 2 saisons de top niveau protection du panier, mais est-ce que c'est un peu, toute proportion gardée, c'est un peu le Luka Doncic des protecteurs de panier, il a que 2 saisons. Non, bon, clairement, il sera pas dans le top 100 final, mais on peut s'amuser à le mettre derrière Josh Smith si tu veux. Oui, d'accord. Okay. Ouais. Allez, mettons-le pour le fun. Whiteside avant-dernier pour l'instant. Non, mais je suis d'accord, la candidature est un peu trop compliquée. Et pour Robin Lopez, pour te dire, parce que c'est vrai que moi je l'aime beaucoup, donc je te présente le cas avant que tu me dises. 10 saisons sur la décennie, donc longévité, 17 000 minutes, top 75 dans la décennie. Même d'ailleurs, 721 matchs, c'est le 6e total de la décennie. Donc plutôt pas mal. Même, ouais.
Le parcours, il fait 2011 et 12 à Phoenix. Un Phoenix qui est pas bon, pas en playoff. 2013, il fait les Hornets de la Nouvelle-Orléans à l'époque. Pas bon non plus, l'équipe. Ensuite, ce qui le sauve un peu pour moi, c'est 2014-2015. Il arrive et il a un rôle de protecteur de panier, pivot classique, défensif, qui aide beaucoup Portland et qui les fait retourner en playoff, notamment la raquette avec Aldridge, mais c'était lui qui apportait un peu la défense. Donc 2014-2015. Ensuite, il va à New York, mais ça se passe pas bien en 2016, tu sais, la fameuse équipe avec Derrick Rose et Joakim Noah et tout ça. Et puis, il y a une autre année à sauver pour moi, c'est 2017. Encore une fois, protecteur de panier important dans l'équipe, la fameuse équipe de Rajon Rondo, Wade et Butler. C'est un peu lui qui sauve les meubles en défense intérieure. Ensuite, 2 autres années à Chicago, un Chicago un peu osef, et puis un rôle de backup assez mineur à Milwaukee, même s'il était bon sur ses minutes, mais très mineur. Donc au final, j'ai envie de dire 3 saisons de titulaires, de bons titulaires défensifs. Est-ce que c'est assez ou pas? Bah pour moi, non, c'était pas assez parce que voilà, il a plus souvent été backup presque que titulaire. Et c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi, hein, qui défensivement est effectivement un très bon défenseur, sans doute sous-estimé, notamment qui, comme son frère, est un artiste du box-out. Ouais. Vraiment, de ce point, il a jamais des grosses stats de rebond, mais l'impact qu'il a sur ses équipes au rebond est remarquable. Ensuite, pour moi, c'est un peu trop faible aussi offensivement. C'est pas un bon passeur. Donc, il y avait pas assez pour le monter dans le top 100, même si c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Lui aussi, le côté offensif le pénalise malheureusement, quoi. Si on avait que la défense et un attaquant moyen plus, ça serait cool. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de spacing, il n'y a pas trop de verticalité ou d'agilité sur du jeu sans ballon de finition. Il y a des post-up de temps en temps, mais est-ce que ça vaut le coup? C'est pas forcément le cas. Donc, non, malheureusement, je pense qu'il n'y a peut-être pas assez. Ouais. Il y a peut-être pas assez. Surtout que de vraies saisons, comme je te dis, il y a 3 vraies saisons pour moi qui sont bonnes dans des bons contextes et tout, mais c'est peut-être pas assez. Allez, pour le fun, on le met avec Tristan Thompson. Voilà. De toute façon, ils vont virer. Hein. C'est clairement pas dans le top 100. Mettons-le là, Robin Lopez, juste pour le fun. Voilà, Robin Lopez devant Darren Collison et devant Josh Smith. Ça se tient de le mettre devant les 3 saisons défensives de Josh Smith. Oui. Mais ouais. Ok pour Robin Lopez. Je crois que j'avais déjà essayé avec Antoine. Il m'avait déjà dit non. Là, tu me dis non. Je dis bon, je crois que je vais lâcher l'affaire. Mais non, mais en plus, tu vois, je suis encore allé regarder les chiffres d'efficacité de protection du panier, justement. Et c'est bon, mais c'est pas non plus fantastique, quoi. Oui. C'est pas, je sais pas qui c'est qui a un pic très haut. Bah, tu vois, par exemple, ce que pouvait faire Andrew Bogut, notamment. Bogut n'a pas des gros minutages et tout ça, mais Bogut avait un vrai impact d'élite beaucoup plus grand que Lopez. Oui. Donc ça me va, éliminons-le.